Bien, bonjour à tous ou rebonjour pour ceux que j'ai déjà accueillis. Bon, merci de participer donc à ce webinaire concernant les applications BPM dans un contexte ISO 9001 ou contexte qualité pour les TPE-PME. Donc, c'est un webinaire qui va durer à peu près 1 heure. On aura le temps aussi d'échanger si vous le souhaitez. Voilà un petit peu comment ça va se dérouler, va se décomposer la présentation. Donc, un petit tour d'horizon sur l'approche processus depuis une trentaine d'années dans un contexte qualité. Il y a eu pas mal d'évolutions, donc on passera un petit peu de temps pour bien souligner les évolutions qui me paraissent intéressantes, ou que en tous les cas j'ai pris en compte. Je vous présenterai aussi le modèle PQTP. Alors PQTP, c'est juste les initiales de notre groupement, Performance, Qualité, TPE, PME. Donc un groupement d'une trentaine de consultants. On est tous, notre dénominateur commun, ce sont les systèmes de management et notamment euh, le système de management de la qualité. Beaucoup de mes confrères et consoeurs un peu plus jeunes sont bien sûr tous QSE. En ce qui me concerne, je suis resté sur le domaine qualité et approche processus. Également, je vous proposerai une petite démonstration de l'outillage qui est venu dans ces dernières années compléter le modèle qui lui préexistait. Et donc, il manquait une brique. Et cette brique, c'est une brique technologique de numérisation qui renforce en fait l'intérêt opérationnel du modèle que nous déployons. Et puis, d'une manière plus précise, on pourra évoquer également l'offre actuelle pour pouvoir mettre en œuvre l'intégralité de l'approche et des outils associés. Donc, au démarrage de l'approche processus, donc en tous les cas, dans un contexte ISO 9001, on l'a vu arriver avec la version 2000 de l'ISO 9001, ce qui à l'approche processus préexistait un petit peu, ça date des années 90, voilà, avec le business process engineering qui a fait son apparition, y compris en France. Et donc, on a beaucoup utilisé ce qui je représente ici, donc une approche de système qualité basée sur les processus, avec des processus cœur de métier, donc processus de réalisation, repéré ici par DR, des processus de management et des processus support. Au fil du temps, se sont développés des outils associés avec cette approche-là. Et excusez-moi, quelqu'un arrive. Et donc, notamment les cartes d'identité de processus qui se sont largement développées. Donc, bon, ce n'est pas le seul outil, bien sûr, mais du moins en France, on a beaucoup œuvré sur cette base-là. Alors, c'est une base intéressante qui a apporté ses fruits, ses avantages, mais au fil du temps, on s'est rendu compte, en tous les cas, moi j'ai eu des expériences qui m'ont montré que ça avait une petite tendance à renforcer les silos, puisque ces processus-là sont souvent construits en superposition des services, des départements existants dans l'entreprise. Par exemple, R1, commercialiser et vendre, ben, ça épouse le périmètre de responsabilité du service commercial. Développer, améliorer. Bien sûr, un argument qui a longtemps prévalu est celui d'une certaine simplicité. C'est plus simple d'avoir des processus qui recouvrent
des entités déjà existantes. La question est de savoir est-ce que c'est plus efficace globalement pour la prestation fournie au client. Bon. Donc, ça, on y reviendra ensuite. Ce qu'on peut constater aussi, c'est que ce type de cartographie est très finalement, comment dire, indéfinie, elle est très indéterminée et on ne voit pas à travers cette cartographie quelle est la proposition de valeur de l'entreprise. Est-ce que c'est une entreprise industrielle puisqu'il y a une fabrication de produits, mais quelle industrie? Industrie mécanique, industrie chimique, industrie électronique, c'est difficile de le savoir. Donc, c'est vrai que ces cartographies ont l'avantage d'être universelles, mais bon, justement, avec le défaut de l'universalité, c'est-à-dire que ce n'est pas très personnalisé. Et aujourd'hui, l'économie et les besoins des clients vont vers peut-être davantage de personnalisation, de flexibilité, etc., etc. Donc, c'est très standard, une vision très standardisée qui, au fil du temps, hein, bon, moi je m'en suis rendu compte dans les années 2010 à peu près, commençait a pu poser quelques difficultés auprès de certains clients qui m'ont contacté pour pour faire évoluer leur système qualité en intégrant de nouvelles prestations, etc., etc. Donc après est arrivé dans le monde de la qualité, et pas seulement, le BPM, donc Business Process Management. Au niveau international, c'est au milieu des années 2000. Moi, j'en avais pas connaissance en 2005, hein, je crois, si je ne dis pas de bêtises. J'en avais pas connaissance et j'ai découvert ça plus tardivement. Il a fallu attendre les années 2015 pour que je sache qu'il y avait des collectifs qui travaillaient sur ces méthodologies de BPM et qu'il y avait aussi des outils qui commençaient à émerger. Et le BPM est centré, comme c'est indiqué ici, sur une approche processus de bout en bout, qui traduit finalement un alignement stratégique des processus, c'est-à-dire que chaque entreprise a une proposition de valeur qui lui est propre, avec des prestations et des segments de clients qui lui sont propres également. Et donc, ces processus transversaux qui traversent les différents métiers de l'entreprise concrétisent finalement, sont mis à contribution pour délivrer, réaliser les prestations et les services de chaque segment de prestations ou de produits de l'entreprise. Voilà. Et c'est la chaîne globale que le client voit se dérouler et dont il reçoit le résultat. Et c'est ça qui l'intéresse, plus, en tous les cas le client, plus ou davantage que ce qui se passe dans chaque fonction qui sont représentés ici par les silos. Alors, les deux ont leur importance, hein, mais voilà, l'approche processus, progressivement, s'est rendu compte et a valorisé cette dimension transversale. Et c'est ce dont on s'est rendu compte, je me suis rendu compte personnellement, et après que j'ai diffusé aussi au sein du groupement PQTP, c'est d'avoir cette vision que là, ça représente une cartographie. Vous voyez, à mi-chemin, l'idée, on sait tous que lorsqu'il s'agit de transformer, de faire évoluer, de changer un peu les habitudes de travail ou d'organisation dans les entreprises, on peut essayer d'être très radical ou bien y aller un peu pas à pas finalement et d'intégrer l'ancien dans du nouveau pour que la progression soit plus facile à réaliser pour tout le monde. Donc, ça a été un peu mon approche où on voit ici finalement déjà l'allure générale
reste l'allure de la cartographie précédente que j'ai montrée. Mais le cœur de métier, les processus cœur de métier, finalement, ont été redessinés en faisant apparaître d'une part la prestation globale de l'entreprise. Donc là, vous voyez que c'est une entreprise qui fait des charpentes de la charpente métallique, qui, avec de la couverture et également le bardage, donc conception, fabrication et installation sur site, et qui intègre en son sein un certain nombre de métiers grâce auxquels et sans lesquels elle ne pourrait pas réaliser toutes ces prestations-là. Et ces métiers peuvent être regroupés dans différents services. Là, j'ai représenté plus les métiers davantage les métiers que les services. La deuxième ligne de prestation était en prévision à l'époque où on a réalisé cette cartographie ou cette architecture de processus et faisait appel à des métiers également nouveaux ou à développer en tous les cas au sein de l'entreprise pour pouvoir réaliser des projets TCE, c'est-à-dire tout corps d'État. Et les activités de management et les activités support nécessaires également pour, compléter, ici le support, ici le management, pour compléter le système qualité dans son ensemble. Donc, cette nouvelle approche promue par le BPM, dans le cadre des méthodologies BPM, a une dimension un peu plus stratégique parce qu'elle traduit justement cet alignement que j'évoquais. Alors, pour illustrer l'intérêt et la complémentarité des deux approches, hein, l'approche silo qui concerne les différents services où sont développés les différents métiers de l'entreprise, et également l'approche transversale qui correspond finalement à la constitution d'équipes pour la réalisation d'affaires ou de prestations ou de produits pour les clients. Donc, il y a une complémentarité. Là, j'ai pris un exemple où l'on voit, par exemple, par rapport à des indicateurs de performance dans chacun des services, où pour certaines affaires, on voit que, par exemple, la première, le processus commercial, il est 10% au-dessus de l'objectif, donc c'est bien. Hein. Supposons que si c'est un objectif de type respect du délai, si on est plus 10%, ça veut dire qu'on a fait finalement mieux, on a livré avant même que le délai soit échu. Pour d'autres affaires, la performance, l'indicateur est à l'objectif. Et pour la dernière, elle est en dessous de l'objectif. Donc, globalement, le processus commercial peut considérer que son indicateur est globalement à l'objectif. Il est satisfaisant. Donc, résultat moyen, OK. Et ainsi de suite pour les études, pour les achats, pour la réalisation. En jouant sur les différentes combinaisons, on pourrait avoir une situation où finalement, tout en ayant les services qui répondent chacun d'entre eux à l'objectif, hein, qui ont des indicateurs satisfaisants, eh bien, si on regarde les affaires, donc ce que voit le client, finalement, il n'y en a qu'une où le résultat est positif et les autres sont plutôt en retrait. Hein, parce que -10, plus 10 et à l'objectif, eh bien, ça fait finalement un délai qui a un délai en retard ou un respect du budget enfin, un budget qui n'a pas été respecté, qui est consommé à plus de 10% au-delà, etc. Donc, vous voyez que la lecture par métier, par silo, ne reflète pas toujours la performance globale perçue par le client. Or, si le client, c'est quand même le client qui évalue, qui juge finalement les performances, en tout cas, il y a un certain nombre d'indicateurs
de mesures de performance qui sont évaluées principalement par le client. Et si on ne les respecte pas, le client risque de ne pas, d'une part, ne pas être satisfait, mais de ne pas renouveler sa confiance. Donc, c'est bien la combinaison des deux qui permet d'avoir des indicateurs de pilotage pertinents. Donc, tout cela, en fait, a été conceptualisé, modélisé au fil du temps par ce que l'on nomme, les anglo-saxons nomment ça enterprise architecture ou architecture ou business architecture. Donc, l'architecture d'entreprise ou l'architecture d'affaires pour ce qui concerne et pour ce qui nous concerne en France. Et en fait, ce modèle, il repose sur déjà la définition d'une stratégie et d'un modèle d'affaires, hein, ça c'est la base. Ensuite, sur deux concepts qui sont les capabilities et les flux de valeur, les value streams. Alors, capabilities, on peut le traduire, c'est souvent traduit en français par capacité, ou alors capacité au sens plutôt d'être en capacité ce que l'on sait faire, hein, ce que l'on propose, ce que l'on sait faire, oui, dans l'entreprise, et non pas capacité volumétrique, hein, cette notion-là dimensionnelle. Donc, les capacités, les aptitudes qui sont cultivées dans l'entreprise, qui forcément concernent les individus, les services à certains moments, mais pas seulement aussi. Hein, ça peut être des capacités ou des aptitudes qui reposent sur la technologie également. Hein. Et les flux de valeur qui, eux, reflètent les segments de prestations ou de produits évoqués précédemment. Et qui, chaque flux de valeur propose définit et produit une proposition de valeur pour les clients. Donc ça, ce sont des éléments plutôt conceptuels qui ensuite, mais qui permettent de modéliser le fonctionnement de l'entreprise, ou son fonctionnement ou son organisation, et qui ensuite forcément sont déployés au travers des entités organisationnelles. Ici, les business units, c'est qui le fait, et ensuite forcément comment est-ce réalisé. Donc, dans les processus, les business process, hein, donc les processus de réalisation ou les processus d'affaires d'une manière globale, pas seulement de réalisation, et ensuite avec une batterie d'outils, d'équipements, de machines éventuellement, qui sont opérés par les personnes. Donc, forcément, quand on est dans des entreprises très informatisées, avec beaucoup d'outils, la partie architecture du système d'information prend toute sa place, hein, et c'est ce qui est identifié ici. Dans les entreprises comme celles auxquelles on s'intéresse plus particulièrement, les TPE, PME, il peut y avoir beaucoup moins d'informatique et de technologie dans l'entreprise, mais de toute façon, il peut y avoir plus ou moins aussi d'équipements, mais même si c'est basé essentiellement sur les savoir-faire humains, le modèle, lui, reste applicable. Hein. Ce modèle-là n'est pas réservé aux entreprises ayant une technologie dont le système opérationnel est
très outillés, que ce soit par l'informatique ou d'autres technologies. L'essence même des flux de valeur orientés clients, c'est de structurer le déroulement de ces activités en fonction des attentes du client. Donc ça nécessite de développer de bien, ça s'appuie sur les compétences, sur les aptitudes, les connaissances engrangées dans l'entreprise, collectives et individuelles, et forcément ça découle des processus individuels ou unitaires qui sont mis en œuvre pour pouvoir fournir ou délivrer les différents éléments de valeur dans le cadre, pour le client, dans la succession des étapes de la prestation. Donc, il y a une mise en une coordination et une complémentarité entre ces trois notions de flux de valeur, de capacité et ici des processus individuels ou unitaires qui sont mis en œuvre, la chaîne d'activité classique dans l'entreprise. Voilà. Donc ça vient nourrir, ça vient voilà, donc, les capacités, les compétences et la performance qui s'exprime en termes de valeur client. Donc, ça vient nourrir un petit peu les modèles que l'on peut utiliser dans le cadre de démarches qualité et en faisant apparaître au centre la chaîne de valeur, le flux de valeur des activités qui conduisent à la fourniture du produit ou du service au client, tout ça est déterminé, comme on l'a vu, par les attentes, donc les critères de satisfaction qui sont ceux des clients, s'il faut les identifier pour pouvoir y répondre, et c'est soutenu par l'ensemble des aptitudes et des connaissances de l'entreprise et donc à maintenir et à développer dans l'entreprise. Et l'équation gagnante, c'est lorsque on arrive à partir des attentes du client, à organiser la chaîne d'activité de manière à pouvoir répondre au mieux à ces critères de satisfaction. Et ça consiste, donc il y a deux champs qui finalement apparaissent. Autant le processus, l'articulation, la chaîne d'activité, la séquence, c'est du temps présent et c'est par la fluidité des séquences et de l'enchaînement des tâches que, notamment pour ce qui est des délais, on arrive à satisfaire le client. Après, pour ce qui est de la fiabilité et de la qualité, bien sûr, ce sont les compétences qui sont mises en œuvre et la fiabilité des outils également, lorsqu'il y a des outils associés à la réalisation des activités. Et cela, c'est également au moment présent. La compétence doit être là lorsque la réalisation de l'affaire se produit. Et donc, ce n'est pas, on ne peut pas prendre le temps dans une affaire de dire ah stop, je bloque l'affaire, le temps d'apprendre que. Donc, la compétence, donc c'est tout, doit être travaillé en amont. Et c'est ça l'objet justement du dernier champ, du champ des aptitudes et des connaissances, qui relève donc pas tout à fait de la même dimension temporelle. Donc il y a bien deux champs à prendre en compte qui aujourd'hui sont également, et c'est pour ça que c'est parfaitement compatible aussi avec l'ISO 9001, hein, c'est la dimension, il s'agit, là je fais référence aux exigences concernant les compétences et les connaissances qui forcément
sont articulés, sont dans le système et donc peuvent s'articuler aux différents processus, et c'est ce dont il est question ici. À voir après, la proposition finalement dans le cadre de notre méthodologie revient à affiner, à approfondir la relation qu'il y a entre compétences, connaissances et procédures et processus, pardon. Donc revisiter cette articulation-là de manière à fournir, à être le plus efficace possible. Donc un exemple qui est issu de prestations que nous réalisons au sein de Performance Qualité TPE-PME, et qui consiste à faire des audits, par exemple des audits à blanc ou des audits externalisés du point de vue du client. Donc, notre enchaînement d'activités, recueil de besoins, établir une offre, contractualiser, réaliser la prestation, et puis faire le bilan, donc quelque chose de classique. Parfois, ça arrive assez souvent, celui qui porte l'offre, qui établit l'offre au client, n'est pas forcément celui qui réalise l'audit. Moi, par exemple, il m'arrive de sous-traiter, de confier la mission de réalisation à un de mes partenaires de PQTP, ne serait-ce que s'il s'agit d'un audit QSE, alors que moi je me limite à des audits qualité. Donc là, il y a un passage, il y a plusieurs acteurs, et il peut y avoir, il y a donc forcément un point particulier, un point de vigilance à prendre en compte à l'interface entre les deux. Bon, là, j'ai décomposé un petit peu les aptitudes, les capacités, les compétences ou les connaissances à approfondir ou qui soutiennent finalement, qui permettent d'être performant dans les différentes, dans les trois phases qui sont représentées, les trois premières phases du flux de valeur. Donc, des domaines, donc, par rapport au recueil, des domaines de compétences autour de l'identification de la demande client, qui reposent par exemple sur la maîtrise du recueil des besoins en audit. Les besoins en audit ne sont pas forcément les mêmes besoins qu'en conseil, les mêmes besoins qu'en formation. Il faut aussi pouvoir faire la différence entre besoin d'audit ou besoin de diagnostic ou d'autres choses. Donc, déjà, est-ce que c'est vraiment un audit dont a besoin le client? Enfin, voilà, toute une réflexion, toute une analyse à chaud à faire avec le client pour s'assurer qu'on parle bien d'audit et que l'audit est la prestation la mieux adaptée. Bien sûr, ça peut dépendre aussi du client. Donc, la connaissance du client pour l'entreprise est un gage de meilleure identification de ses besoins. Voilà, si le client travaille dans un secteur particulier, et si on le sait à l'avance, la connaissance de ce secteur nous permet de plus finement identifier ou comprendre ce dont il a besoin, etc., etc. Et donc, ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est qu'il y a des éléments dans ce travail de décomposition des aptitudes, des capacités à développer ou à perfectionner dans l'entreprise, c'est que certaines, là, elles sont représentées par les petites croix, les petits cercles rouges avec les croix, sont finalement des aptitudes globales qui ne sont pas nécessairement spécifiques à une prestation, donc à un flux de valeur, ni à un processus en particulier, ni à une phase en particulier, mais qui sont communes et collectives, qui peuvent être collectives dans l'entreprise. Donc là, finalement, on voit on travaille déjà dans une maille collective, des aptitudes à développer dans l'entreprise, pas forcément collectives par rapport aux oppositions individuelles, et qui sont la qualité ou
compétence qui va en résulter au service de ce processus ne dépendent pas entièrement, ne sont pas inclus entièrement dans le processus. La connaissance du client, de ce client-là, le client dont il va être question à un moment donné, peut être aussi client dans d'autres flux de valeur de l'entreprise. Et donc, il y a là une connaissance à développer qui n'est pas contenue dans le processus, y compris un processus de bout en bout transversal comme il est question là. Elle n'est pas inclue dans le processus lui-même, elle doit se cultiver par ailleurs. Voilà. Donc, un exemple supplémentaire de l'intérêt de dissocier le travail de fluidité, d'articulation, entre pour avoir des séquences les plus optimisées possibles dans la réalisation des affaires, et le travail plus en profondeur sur toutes les aptitudes et toutes les compétences, savoir-faire, etc. Peu importe les termes, hein, on a plusieurs termes dans les pratiques en France pour, qui désignent ce qui est référencé, ce que les anglo-saxons, dans ces approches-là, nomment les capabilities. Donc voilà ce que je souhaitais présenter et détailler un petit peu avec vous. Donc ce qui amène finalement d'une manière schématique à se poser la question dans le cadre d'un système qualité ISO 9001 sur à quel endroit on va placer les processus dont il est fait référence dans l'ISO 9001, notamment dans le chapitre ou paragraphe 4.4, les processus du système qualité. Est-ce que l'on reste au niveau des processus élémentaires ici? Est-ce qu'on prend en compte les processus, on monte d'un niveau les macro-processus ou les processus de bout en bout qui reflètent les prestations, les segments de prestations ou segments de clients de l'entreprise et qui alimentent directement ce que la perception du client ou les appréciations du client. Voilà, donc ça pose ces questions-là qui finalement peuvent être traduites par la cartographie que j'ai présentée précédemment où j'ai mis en avant le processus de bout en bout au niveau des processus cœur de métier. Donc c'est ce qui nous a amené à développer ce modèle PQTP, donc basé sur 3 moteurs, 4 moteurs. Le moteur des processus, ici personnalisés, parce que ce sont des processus de bout en bout qui donc vont de la demande du client à la réalisation de la prestation ou du produit. Le moteur autour des métiers, donc des aptitudes, des compétences, des connaissances à développer. Donc, et ça, c'est plus l'apanage, finalement, c'est là où les services, départements, donc les services de qui sont représentés dans un organigramme, ont une valeur et ont un rôle éminent. Et puis, le moteur du pilotage et des prises de décision, donc davantage dans une dimension stratégique, qui sont indispensables également pour pouvoir orienter et définir le modèle d'affaires et donc les processus qui en découlent. Voilà, donc les 3 moteurs et le 4e moteur étant les ressources, hors ressources humaines qui sont là, donc ressources techniques, ressources financières, sans lesquelles, bien sûr, rien n'est possible non plus. Donc voilà, 4 moteurs qui permettent, qui déterminent finalement, ou 4 leviers de performance de l'entreprise. On l'a développé, j'ai commencé à le développer avec la version 2015, parce que mes réflexions avaient déjà commencé un petit peu avant, et j'ai vu dans la version 2015 de l'ISO 9001 l'opportunité
de ma finalement d'ouverture. J'ai vu de l'ouverture dans la version 2015 et donc la possibilité de sortir un peu du modèle standard que j'évoquais précédemment, et mettre en place des architectures de système qualité basées sur des processus de bout en bout. Le problème, c'était pas un problème. Donc j'ai fait ça à partir de 2014-2015, hein, mais avec les outils utilisés à l'époque, c'est-à-dire des outils de dessin, de cartographie, bureautique, voilà. Donc avec finalement, ça se traduisait des travaux en groupe, bien sûr, pour la définition, ou même Visio, hein, mais Visio, ça reste un outil de dessin. Donc, des groupes de travail qui définissaient les processus, puis à la fin, quand on a un flux, un workflow qui nous convient, ben, on fiche ça, bon, voilà, ça, avec éventuellement aussi une carte d'identité sous un format X ou Y, SIPOC ou autre. Mais ça reste un support papier qui finalement est décorrélé de la pratique au quotidien, parce que les techniciens du bureau d'études ou les opérateurs dans l'atelier de fabrication ou les commerciaux dans leur bureau ou en visite client ne travaillent pas avec le nez sur la procédure ou sur le flux sur le processus de bout en bout que l'on a défini, hein, forcément. Voilà. Du coup, cette définition qui était intéressante, cette modélisation, apportait un bénéfice, notamment à ceux qui avaient participé au groupe de travail pour arriver au modèle, mais pas forcément, ne garantissait pas le respect de ce modèle dans les différentes affaires réalisées par l'entreprise. Et du coup, l'ajout du workflow exécutable, c'est-à-dire une certaine forme d'automatisation, de soutien par l'outil informatique et de la bonne réalisation, du bon respect des différentes étapes qui ont été définies dans le processus, permet d'augmenter finalement la fiabilité de la réalisation. Donc, ça rythme et ça soutient donc la collaboration entre les différents acteurs qui interviennent, les différents intervenants du processus. Du coup, ça renforce la fiabilité puisque ça rappelle que les différentes étapes, avec éventuellement des éléments, des points de vigilance qui sont mentionnés, et ça cadre davantage et ça aide les personnes en charge des activités à les réaliser, à prendre en compte les différents paramètres qui ont été définis au moment de la modélisation. La modélisation, on fait ça à part, etc. On a du temps, voilà. Quand on est dans la réalisation, on est souvent pris par le temps. Et c'est parce qu'on travaille sur plusieurs affaires en même temps ou qu'on a plusieurs préoccupations en tête à un moment donné que sur une affaire, on peut oublier un élément, un paramètre, ne pas transmettre, par exemple, l'information complète qui aurait été nécessaire de transmettre à son partenaire. Et c'est dans ces petits détails que finalement vient se nicher des éléments de non-qualité et qui, au final, dégradent la qualité globale de la prestation. Donc, si on a un outil qui nous aide à contenir et à ne pas oublier ces petits éléments, ces petits détails, eh bien, au final, c'est tout bénéfice pour la qualité globale et la satisfaction du client. Et également, ce qu'il convient de noter, c'est qu'aujourd'hui, les outils, le workflow, ça ne date pas de 2022, 2023,
Ça a commencé, des outils de workflow, on en parle depuis les années 90. Hein. Voilà, moi, depuis que je travaille en démarche qualité, je suis l'évolution des outils de workflow. Sauf que les outils sont de plus en plus euh, conviviaux à utiliser, de plus en plus performants aussi, et de plus en plus flexibles, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Et donc, aujourd'hui, l'intérêt, c'est que les outils qui sont proposés peuvent être paramétrés, modélisés, utilisés sans avoir des connaissances informatiques très développées. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est en ce sens-là que c'est cette dimension-là que je promeus et pour laquelle j'invite les managers qualité à s'intéresser vraiment de près à ces nouveaux outils parce qu'ils peuvent se les approprier et être porteurs de l'introduction de ces outils dans leurs entreprises. Euh, en s'aidant des collègues informaticiens, s'il y en a, mais voilà, il n'y a pas besoin d'être informaticien pour faire de l'automatisation ou des workflows exécutables. Ça, c'est assez récent quand même. Voilà, donc ce que nous, j'ai fait un petit modèle qui reprend les activités de PQTP, donc qui, en s'appuyant sur le modèle que j'ai présenté, donc je l'ai appliqué à nos activités. Donc, comme je l'ai dit, nous avons des activités d'audit externalisé, de formation sur mesure, d'accompagnement Calliope aussi, et puis d'accompagnement BPM, donc avec le levier pilotage, le levier métier, et puis la partie, le levier gestion des ressources que je représentais de cette façon-là, un petit peu différemment du schéma précédent. Donc, ce que je vous propose, c'est de basculer sur la démonstration de l'outil pendant quelques minutes. Voilà, donc ça, ce que je vous propose là, c'est de prendre connaissance de l'outil sur différents aspects. Donc là, ce qui est présenté à l'écran, c'est ce qui est nommé le portail. Et le portail, en fait, c'est une fonctionnalité qui est accessible à n'importe quel utilisateur de l'entreprise. Pas besoin d'être administrateur, pas besoin d'être pilote de processus. Tout un chacun peut accéder au portail. Donc, si je clique sur documentation, on voit le schéma tout à l'heure qui était sur le PowerPoint, qui apparaît ici, avec les différentes prestations proposées aux clients, les éléments pilotage, les éléments métier. Et par exemple, si je clique sur métier, je vois apparaître ici le lien pour aller sur l'application SkillsBase que j'utilise pour piloter l'évaluation des compétences, des aptitudes collectives, non pas individuelles, hein, j'insiste là-dessus. Donc, c'est du travail d'équipe pour partager, finalement, capitaliser, partager et développer les compétences en fonction des modèles, de la réflexion que l'on mène, comme je vous l'ai présenté sur un exemple. Sur pilotage, pareil, il y a un outil de gestion des plans d'action, sachant que le pilotage, ça peut être les instances de pilotage, donc certaines réunions, des plans stratégiques, des plans d'amélioration, etc. Donc tout ça peut être également géré dans des outils, pas au travers d'outils informatiques, ou à travers ou sans outils informatiques particuliers, autres que les outils bureautiques classiques. Et donc externe à l'outil central ici que je présente de BPM. Et ici,
donc une application, s'il veut bien, voilà, l'application de déclinaison des processus et donc des workflows liés aux prestations. Donc, cette prestation d'audit externalisé se décompose, comme je l'ai présenté déjà, en différentes phases. Donc, le recueil de besoins, l'établissement de l'offre, la réalisation de l'audit, le suivi, avec ici un rappel des différentes connaissances et compétences macroscopiques, donc les domaines. Ça ne va pas autant dans le détail qu'on peut le voir dans Skillbase, mais ça représente les différents domaines de compétences sur lesquels il s'agit, que l'on considère comme déterminants pour la bonne réalisation et pour produire des éléments, des éléments de valeur pour le client aux différentes phases. Et ensuite, si on continue la déclinaison, s'il veut bien. Non, il n'a pas l'air de vouloir. Si, ça y est, voilà. Donc là, on retrouve le flux, le document, avec bien sûr possibilité de zoomer pour pouvoir le lire, tout simplement. Donc, le document qui traduit la définition précise des séquences, des activités et de leurs séquences tout au long de la prestation d'audit externalisé, en le représentant avec dans le langage BPMN, dans une représentation dite BPMN. Donc là, on retrouve les différentes phases, en pointillé en bleu, là, recueil de besoins et établissement de l'offre. Ensuite, la réalisation de l'audit. Et là, on voit le passage que j'évoquais tout à l'heure entre le porteur de l'affaire et celui qui va réaliser l'audit, avec la particularité, alors les couleurs que vous voyez dans les différentes activités sont des couleurs qui représentent le niveau de risque. Donc, c'est une façon de schématiser, d'identifier les risques opérationnels associés aux activités. Donc, quand c'est jaune, risque intermédiaire. Quand c'est blanc, risque faible. Risque moyen, risque faible. Et en rouge, risque fort. Donc, il y a des étapes où le risque du point de vue qualité, donc qualité de la prestation, fiabilité et donc derrière satisfaction client, il y a des activités pour lesquelles ces risques sont plus importants, sont plus déterminants que sur d'autres. Et comme ça, on a tout le processus qui est décliné de bout en bout jusque, là, il ne veut pas aller jusqu'au bout, hop, je vais bien y arriver, voilà, jusqu'au bout, non, bon, c'est pas grave, on va y aller autrement. Voilà, jusqu'au bout, fin, avec le recueil et le bilan, le recueil de la satisfaction client, le bilan avec le client, etc. etc. Alors, l'intérêt aussi, en interne, c'est que sur cet espace, sur ce portail, un peu comme un portail intranet, il est possible de faire des commentaires et de transmettre au pilote de processus les différents commentaires, soit étape par étape, soit global, et comme ça faire évoluer, contribuer à l'évolution et à l'amélioration du processus, sachant que les choses ne sont pas figées, et justement c'est une des particularités de notre époque, et pas seulement des systèmes qualité, c'est que les choses évoluent relativement plus vite qu'auparavant, et cela est vrai aussi pour les processus. Donc, il faut être capable de les faire évoluer et de recueillir donc, les commentaires
ou les propositions des différents intervenants du processus et faire également évoluer rapidement les schémas et les workflows qui en découlent. Et donc ça, c'est une des possibilités offertes par cet outil. Je vais vous présenter plus la partie workflow proprement dite, où là, il s'agit du coup de suivre une affaire, donc là, un audit externalisé vis-à-vis d'un client. Donc, nouvel élément de travail. Donc là, je vais sur flux externalisé. Et le modèle est défini de cette façon-là. Ça part d'un formulaire de demande. Alors, pourquoi de demande? Parce que n'importe qui dans l'entreprise, enfin, pas tout à fait n'importe qui, mais plusieurs personnes sont susceptibles de réceptionner la demande d'un client qui se renseigne, qui fait une consultation, hein, soit par mail, soit par téléphone, mais in fine, après, que ce soit par mail ou que l'information ait été transmise par téléphone, le salarié de l'entreprise qui a reçu cette information peut déclencher ce processus-là et donc dire client client test, on va appeler ça, voilà, peu importe. Donc, on est le 13. Nos entreprises, les champs ne sont pas obligatoires, donc je vais m'abstenir de les renseigner. Voilà, donc nous, on fait soit des audits internes, soit des audits SMQ, soit pré-certification. Donc, voilà, on va dire pré-certification, donc audit à blanc. Délai prévu, bon, voilà, il faudrait quelque chose entre 1 et 3 mois, ou moins d'un mois, ou au-delà de 3 mois. Donc, une fois que ce formulaire, alors bon, là, vous voyez les petits points d'attention qui sont notés là. L'adresse mail est importante, qui est à renseigner ici, pour pouvoir ensuite transmettre les informations, etc., etc. Donc, un petit rappel pour celui qui remplit, qui reçoit l'information. Donc, je passe au suivant, à la séquence suivante, donc l'acteur suivant du processus. Et je peux ici, en cliquant sur le petit œil, voir exactement où on en est, où en est le déroulement, où en est le déclenché. On a le récap de la demande. Et en fait, donc là, on voit 331 et ici, on voit 332 qui est finalement la réception de la demande qui, elle, déclenche le traitement du processus lui-même. Donc, si je vais là, voilà, recevoir demande, donc date prise en compte de la demande. Là, j'ai mis un timer, par exemple, ce timer qui expire dans 2 jours, va renvoyer systématiquement un mail aux personnes qui ont été désignées comme étant autorisées à traiter cette demande de prestation d'audit. Et si personne ne réagit dans les 48 heures, un mail va être envoyé, un mail de rappel va être envoyé de manière à éviter que la demande reste sans réponse. Voilà, donc après, on déroule comme ça. Voilà. Et donc là, si je repositionne sur l'œil, vous voyez, on va pouvoir voir où on en est. Donc là, on est passé, tout à l'heure, on était ici à la fin de la demande. Là, on est entré dans le traitement de la demande. On en est à cette étape-là et on peut, voilà, ainsi de suite, comme ça, on peut, s'il y a besoin. Donc, chaque étape a également, chaque activité, on peut y définir des délais, de manière là aussi à mettre en place des rappels pour éviter que les choses traînent.
Donc là, bon, par exemple, décision faisabilité, justification, je mets n'importe quoi, hein, je dis juste OK. Donc là, c'était une étape à risque. Attention, là, l'étape, c'est contacter le client, analyser la faisabilité. Donc ça veut dire, et c'est là on voit les workflows, on peut faire des workflows très restrictifs, très directifs, ou des workflows qui soutiennent la compétence, qui soutiennent la personne qui réalise, qui a la compétence pour réaliser ces activités-là. Donc là, il s'agit du consultant qui va téléphoner ou qui va prendre contact avec un client. Il ne s'agit pas de lui expliquer son métier. Son métier, il le connaît. Ce qu'il y a, c'est de juste baliser et éventuellement lui rappeler certains fondamentaux ou euh, certains éléments qui peuvent être déterminants dans cette phase ici de recueil de besoins. Et il nous a paru nécessaire ici, ou intéressant en tous les cas, de dire attention, rappelons-nous que la neutralité et l'approfondissement dans le recueil et l'analyse des besoins clients sont fondamentaux. Neutralité parce qu'il s'agit de répondre à un besoin client et non pas d'imposer une prestation au client. Hein, voilà. On pense que c'est mieux de répondre à un besoin que d'imposer quelque chose, ou tenter d'imposer quelque chose. Et forcément, dans le recueil, il est préférable de pouvoir approfondir plutôt que de rester trop superficiel, parce que si on reste trop général et trop superficiel, on risque de passer à côté d'un élément spécifique et passer à côté de l'opportunité de personnaliser la prestation pour répondre au mieux aux besoins du client. Pardon. Donc voilà, ces petites choses qui font partie du savoir-faire, bien sûr, mais que l'on n'a pas toujours en tête au moment où on a le client en ligne. Bon, on devrait, mais justement, la difficulté est là, c'est d'être toujours à 100% à chaque instant dans la journée. Ben, l'outil informatique, si on l'utilise pour cela, peut nous y aider. Voilà. Donc ensuite, on poursuit comme ça chaque étape, donc établir l'offre et la transmettre. Bon, ben voilà, là, la question, c'est pas Alors, on peut ajouter des fichiers aussi, on peut ajouter des documents qui permettent, par exemple, des modèles d'offres. On pourrait avoir pré-câblé, enfin pré-paramétré dans le flux un modèle d'offre qui apparaîtrait ici de manière à pouvoir retrouver facilement ou utiliser toujours le même modèle. Voilà. Donc, par exemple, si je vais sur Fichier, je sélectionne un fichier, hop, je vais aller dans les fichiers que j'ai déjà, où il y a des modèles qui sont faits pour cela. Voilà, des modèles. Alors, je ne sais pas si j'ai un modèle d'offre. Oui, un modèle d'offre ici. Voilà. Donc, ce modèle d'offre là que j'ai intégré devant vous, il aurait pu être intégré initialement ou d'emblée dans le processus, associé à une tâche, associé à cette tâche d'établir l'offre. On peut, voilà, comme ça, celui qui est chargé de la réaliser, ici en l'occurrence moi-même, on peut en disposer, on peut la voir directement sans aller la rechercher et sans aller la chercher surtout dans le système d'information. Voilà, donc c'est du classique, c'est du workflow ensuite qui passe étape par étape. Certains, on peut paramétrer le fait de pouvoir revenir en arrière voilà, ou invalider cette possibilité-là, donc empêcher de pouvoir revenir en arrière. Donc ça, c'est des choses qui se paramètrent dans les droits en fonction des profils des utilisateurs, etc., etc.
Donc, beaucoup de flexibilité. Et ce qui permet ensuite d'avoir un suivi. Donc ici, je pense que le dernier, c'est celui-ci. Je vais vérifier. Oui, on en était là. Hein. Voilà. Donc là, on peut voir les tâches précédentes. Si on veut s'assurer recevoir demande, donc là, hop. Et là, je vais voir, voilà, client test. Hein. Donc c'est bien notre exemple. Alors, on peut lui donner un nom plus sympathique ici, affaire client test, par exemple. Hop. Donc, j'actualise. Hop. Voilà. Et du coup, voilà. L'affaire apparaît ici, affaire client test. Et on peut, comme ça, avoir sur, là, j'ai filtré sur le processus flux audit externalisé et j'ai toutes les affaires en cours. Et en automatique, on a aussi la possibilité, voilà, on a des tableaux de bord qui se paramètrent, hein, bien sûr, il faut les paramétrer pour pouvoir les obtenir, et qui sont mis à jour au fur et à mesure des informations de suivi des affaires telles que dans l'application. Là, par exemple, alors il y a les audits terminés ici, et puis ici, il y a les audits. Alors, je commence déjà par les audits terminés. On voit les différentes personnes qui sont concernées, les différents niveaux. Alors, on choisit les indicateurs. Hein. Là, il y a voilà, des indicateurs de satisfaction et on peut les associer aux différentes personnes. Donc, globalement, ou si on veut individuellement voir les valeurs. Donc, c'est assez interactif. Et puis là, les audits en cours, où forcément, on va retrouver les différents par exemple, là, ça se détermine également. On peut suivre et retrouver d'une manière plus personnalisée la liste des affaires en cours qui apparaissent de manière standard, comme je l'ai montré précédemment. Donc là, il y en a 4, 5 même dont le délai est dépassé. Bon, c'est un peu des exemples, hein, ce n'est pas la vraie vie là. Celui-là dont le délai n'est pas dépassé, c'est effectivement un véritable audit qui va se dérouler hein, bientôt. Et puis là, en toute logique, voilà, on retrouve notre affaire client test qui est la dernière enregistrée. Voilà. Donc, voilà un petit peu tout ce que permet cette application, ce type d'application, et qui garantit finalement que le travail qui est fait, le travail de modélisation, de conception, de définition des processus, soit intégré à la réalisation des processus en question. Et ça, je crois que c'est l'apport principal des outils actuels qui offrent à la fois de la flexibilité dans leur programmation, de la facilité aussi, parce que je vous dis encore, il n'y a vraiment pas besoin, je n'ai pas saisi une seule ligne de code, il y a juste un peu de syntaxe, enfin l'utilisation des symboles et des modèles du BPMN à intégrer. Mais bon, c'est pas non plus. Quand on a réalisé des logigrammes, on a déjà l'esprit. Après, il faut apprendre un petit peu quelques éléments ou quelques graphiques supplémentaires, l'utilisation de quelques symboles supplémentaires et de la grammaire ou de la syntaxe à utiliser. Mais c'est
pas d'une complexité extrême, puisque ça a été conçu justement pour pouvoir pour que ce soit appropriable par les acteurs métiers, et donc en l'occurrence des managers qualité par exemple. Donc voilà, donc ces outils aujourd'hui permettent vraiment de travailler sur toute la chaîne jusque l'accompagnement de la réalisation des activités, et y compris l'établissement de tableaux de bord pour le suivi, s'assurer que les choses qu'on est, enfin, voir, visualiser les retards éventuels, visualiser où en sont les différentes affaires pour pouvoir justement les mener à bien euh, en termes de délai et en termes de fiabilité. Et donc, si je reviens sur la partie de PowerPoint. Donc voilà, pour terminer, donc, quelques mots sur notre offre actuelle. Donc, ce qui est proposé, c'est de mettre en place un démonstrateur finalement dans les entreprises qui seraient intéressées par cette approche. Donc, plutôt que d'entrée de jeu déployer, transformer tout le système qualité ou passer tout le système qualité, le faire évoluer dans ce sens-là, déjà choisir un processus de bout en bout, mettre en place l'outil et la modélisation avec l'outil concernant ce processus, le déployer auprès des personnes concernées, tester, et puis ensuite, après évaluation, voir si l'entreprise voir ce qui fonctionne bien, ce qui apporte réellement un plus en termes de performance et de fluidité dans la réalisation des activités, avant d'envisager un déploiement plus large. Voilà. Donc, notre offre est centrée autour de cette approche-là, donc de faire un pilote, hein, donc proposer un pilote, le dimensionner au départ, hein, donc faire un devis sur un pilote, et après l'évaluation du pilote, voir si l'entreprise souhaite développer et sur quel processus, quelle prestation de bout en bout il est intéressant à appliquer. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez avoir des informations plus spécifiques, à me contacter. Je vous informe aussi que j'organise une formation au mois de septembre, donc plus approfondie pour la prise en main. Alors déjà, pour euh, l'approfondissement de l'approche, hein, comment réaliser les processus de bout en bout. Lorsqu'on n'est pas habitué, ce n'est pas forcément trivial. Il s'agit d'avoir acquérir des réflexes un peu différents peut-être que ceux que l'on avait lorsqu'on réalisait, on définissait des processus plus par service. Et ensuite, apprendre aussi dans cette formation à utiliser l'outil qui permet qui, du schéma, on passe directement au workflow. Ça, c'est l'outil qui le fait tout seul. Mais apprendre donc à schématiser le processus dans l'outil de telle manière en respectant les règles du BPMN 2.0. Voilà. Donc voilà ce que je souhaitais partager avec vous. Écoutez, je vous propose, je pense qu'on va en rester là pour la partie présentation.